Oura. André Milongo Yamilos Oura. Pour les martyrs du Congo, Oura. Lokuta monene. Lokuta monene. Oyaganisak. Merci beaucoup. Sepeli mingi. Tofanda. Aseyanu. Alaki lokodo baboye na sepeli mingi. Poete oyi lelo samedi. Bouti kotika misala na bino boboya wa na libanda ya parlement pona koyoka mongongo nanga esengo te bana telas ura bana wenze ura bana potopoto ura bana mikalu jiri ura bana mungali ura mfilu makelekele madibu ura bakongo ura makabanilu ura makazura bisomoko ura Merci beaucoup. Il y a longtemps que vous attendiez ce moment, n'est-ce pas? Eh bien, le moment est venu. Balobaki, Pako, Azali Susute, Alimwa, Akende Naye, Akenda Kuna, Manfourier, est-ce que un lion peut enfanter un chien? Est-ce qu'un lion peut enfanter un chien? Tatananga azalaki ngambulu. Abotamwa ngambu. Lelo na telemi epai owa pona koyebisa bino oyo eza na nga oyo naza na motema parce que balobaki mingi bazonza mingi tokomi Betume Kuma na 2020, pene na 2021. Donc, Sengeli na loba. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, sympathisants,
militantes et militants de l'UDH Yuki, dirigeants de l'UDH Yuki à tous les niveaux, distingués invités en vos rangs et qualités, mes chers frères des partis de l'opposition, je vous salue. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui le samedi 18 janvier 2020. Et en mars 2021, se tiendra ici au Congo une échéance majeure, l'élection. En mars 2021, se tiendra l'élection présidentielle, n'est-ce pas? Bien. Cette élection, c'est pour choisir le chef de l'État, le président de la République. C'est pas ça? Chers frères et sœurs, pendant longtemps, j'ai tendu mes oreilles. Je vous ai écouté. Vous avez beaucoup de questions. Mituna eza ebele. Lelo na yewa wapona yanolango. Première question. Première question. Vous posez la question de savoir est-ce que nous irons à l'élection présidentielle? C'est pas ça? Deuxième question. Ne vont-ils pas tricher comme la dernière fois? C'est pas ça? Troisième question. Et si le pouvoir triche, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas ça? Quatrième question. Quatrième question. La guerre dans le pool ne va-t-elle pas reprendre? Cinquième question. Pourquoi ne change pas le fichier électoral? Parce que celui-là n'est pas bon. Sixième question. Est-ce que nous avons encore le temps pour refaire la gouvernance électorale, tout le recensement, faire le recensement biométrique des électeurs? Est-ce que nous avons encore le temps? Ce sont les questions que vous vous posez. Mes chers frères et sœurs, avant d'y répondre, je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir, celui de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020. Bonne année 2020, que les mains des ancêtres et le Dieu vivant vous assistent dans tout ce que vous allez faire. Mes chers frères et sœurs, je suis candidat à la candidature pour 2021. Et je compte sur vous. Les gens me disent, mais il va compter sur qui? Mais je compte sur vous, sur le peuple, pour que ce qui nous est arrivé en 2016 ne nous arrive plus. Qu'est-ce qui est arrivé en 2016? Où est-ce que le pouvoir avait triché? Le pouvoir avait triché quand ils ont transmis les résultats des bureaux de vote jusqu'aux commissions locales des élections et vers la commission nationale électorale indépendante. C'est au milieu là qu'ils avaient trafiqué les résultats. Parce que là-bas, nous n'étions pas représentés. Et maintenant, nous devons être représentés là-bas. Mes chers compatriotes, pourquoi sommes-nous candidats à la candidature de l'élection présidentielle de 2021? Suivez ce qui va venir.
Notre candidature part d'un constat. Le constat est le suivant. Après une dizaine d'années, période à laquelle le Congo a connu une embellie financière et économique, le Congo est retombé aujourd'hui dans des difficultés financières énormes. Les retraités ne sont pas payés, beaucoup d'arriérés de salaire pour les étudiants, beaucoup d'arriérés de salaire pour beaucoup de catégories socio-professionnelles. Les difficultés sont énormes. Nous nous sommes battus pour signer des accords avec le FMI. Et le FMI nous a imposé 48 mesures. Sur les 48 mesures, nous n'arrivons même pas à les appliquer. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, on aura seulement appliqué 11 ou 15. Cela montre les difficultés dans lesquelles le Congo se trouve. La gouvernance politique, économique, financière est mauvaise. Le Congo est trop centralisé. C'est ce qui paralyse tout dans ce pays. Le Congo, mes chers amis, a touché le fond. Le Congo a touché le fond. On ne peut pas continuer à regarder. Nous sommes une génération, la mienne, née avant l'indépendance, juste une année avant l'indépendance. Mais ce pays a eu des moments fastes où il y a eu un brin d'industrialisation. Ce pays, pour certains qui ne savent pas, a connu des entreprises. Mes chers amis, après 60 ans d'indépendance et 40 ans d'exercice du pouvoir, les différents gouvernements de la majorité qui se sont succédés n'ont résolu aucun défi en matière d'accès aux soins de santé primaire, d'emploi et de formation professionnelle. Il y a beaucoup de chômeurs. Il n'y a pas d'industrie. On continue à dire l'agriculture, priorité des priorités. L'économie, on continue à chercher à diversifier l'économie. Mais nous sommes déjà 60 ans après l'indépendance. L'accès à l'eau potable et à l'électricité est difficile. Souvenez-vous, mes chers frères, je vais vous rappeler quelque chose. Lors du discours sur l'état de la nation, le président de la République, à juste titre, a dit que nous avions eu un projet eau pour tous qui a fait 2865 forages. C'est beaucoup. Mais sur les 2865 forages, 1051 ne marchent plus. Eh oui, mais ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de notre faute. Nous avons simplement oublié qu'en 2008, le gouvernement de la République avait pris une loi, la loi numéro 38-2008 du 31 décembre 2008. J'étais encore au gouvernement. C'est une bonne loi qui mettait en place l'Agence nationale de l'hydraulique rurale. C'est cette Agence nationale de l'hydraulique rurale qui est née sur le papier, donc sur une loi, qui devrait s'occuper de l'adduction d'eau dans le monde rural et puis de l'entretien de tout ce qu'on devait implanter dans le monde rural pour donner de l'eau, donc y compris ces forages. Mais où est cette entreprise? Où est cette agence? L'agence n'existe que sur le papier, on ne l'a jamais mise en place. On a oublié. On a tout simplement oublié
C'est de notre faute. On ne peut pas venir se plaindre. Non, 1051 puits ont été sabotés. Mais c'est le rôle de l'agence de l'hydraulique rurale qui existe sur le papier, mais sur le terrain, il n'y a pas d'argent. C'est la négligence. Mieux, mes chers frères et sœurs, dans ce pays, de 1964 à 1987, j'ai noté 153 entreprises publiques, para-étatiques ou privées qui ont disparu. Disparu du paysage du tissu économique et industriel. Est-ce que vous saviez qu'il y avait l'entreprise qu'on appelait Chacona? C'est une bonne chose, qui fabriquait les bateaux. Mais où est cette entreprise? Ça n'existe plus. Nous avions à Bétou une usine qui fabriquait les allumettes, Falco. Mais où est cette usine? Ça n'existe plus. Nous avons eu les usines textiles, Sotexco, Impreco, usine textile qui fabriquait des tissus synthétiques du Tergal, UTS. Ça n'existe plus. Nous avions la Socavilou. Vous vous souvenez pour les anciens? La Socavilou n'existe plus. Nous avions l'UILCA, l'huilerie d'Nkaï. L'UILCA n'existe plus. Nous avions l'ONCPA qui récoltait les cultures de café, cacao, riz, jusqu'aux pommes de terre de Djambala. L'ONCPA n'existe plus. Nous avions Afriplast qui fabriquait les chaises en plastique, les récipients en plastique, les gobelets en plastique. Ça n'existe plus. Nous avions Alu Congo qui fabriquait les ustensiles de cuisine en aluminium. Ça n'existe plus. Nous avions l'usine de fabrique de piles à Pointe-Noire. Ça n'existe plus. Nous avions Savo Congo pour fabriquer les savons. Ça n'existe plus. Nous importons du savon de Kinshasa. Nous avions la Régie nationale des palmeraies du Congo qui se trouvait à Ouesso, à Etumbi, où j'étais avec mon père. Je le suivais quand il était envoyé là-bas en résidence surveillée. Il était manœuvre à la Régie nationale des palmeraies de Tumbi. J'ai vu comment on récoltait les noix les régimes de palme, on faisait l'huile de palme. Mais la RNPC, qui avait son siège là, vers le dépôt du CFCOL qu'on appelait la PV, ça n'existe plus. Les musiciens, il y avait ce qu'on appelait Sokoti, la Société congolaise de disques, qui deviendra après IAD, l'industrie africaine de disques, avant sa disparition. Ça n'existe plus. Il y avait la verrerie qui fabriquait des verres. Ça n'existe plus. La liste est longue. Mes chers frères et sœurs, je ne surprendrai personne si je dis que tout est à refaire dans ce pays. C'est pas ça. Tout est à refaire. Je ne voudrais pas parler de la nationale 2, qui est la route nationale 2 est en piteux état, très très avancée, elle est dégradée, elle est à refaire. Je ne vais pas loin. Même la corniche à côté s'est effondrée. Elle est à refaire. Elle est à refaire. Mes chers amis, ne croyez pas que dans ce contexte, il faut changer de leadership. Il faut une alternance politique au Congo. Il faut une alternance politique au Congo.
C'est pour cela que je suis candidat à la candidature, afin d'apporter aux Congolais une autre vision, une autre perspective, et on fait de l'espoir. Mes chers frères et sœurs, seul on ne peut pas gagner. L'UDH Yuki seul ne peut pas gagner. Il faut l'apport de tout le monde. Ici et maintenant, c'est le moment de demander à tous les Congolais, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, dans un élan réel de solidarité, de nous réunir afin de bâtir une république libérée des vieux schémas idéologiques et claniques, pour qu'ensemble nous tracions les sillons pour un nouveau challenge. Et oui, ensemble, nous devons tracer le sillon pour un nouveau challenge. J'avais dit que le Congo avait touché le fond, mais le Congo peut remonter si nous nous mettons tous au travail. Vous voyez, non loin de chez nous, le Rwanda. Le Rwanda, après le génocide, avait touché le fond. Mais quand ils ont changé de leadership, aujourd'hui, le Rwanda est un miroir pour l'Afrique. C'est pas ça. Et pourquoi pas le Congo? Mes chers frères et sœurs, l'UDH Yuki, notre parti, a une solution pour le Congo. Cette solution se trouve dans le plan parfait pour le redressement du Congo. Le plan parfait pour le redressement du Congo, ce projet de société que je vous avais présenté il y a cela 4 ans. Ce projet de société est encore d'actualité, mais nous devons le réactualiser. Parce que le contexte a changé. La situation est encore plus difficile qu'avant. Donc, nous devons relire ce projet de société ensemble. Nous devons le relire au cours d'un forum que nous allons organiser ici. Nous allons organiser ce que j'appelle le forum pour le redressement du Congo. Nous allons l'organiser ce premier trimestre 2020. Comme cela, partout où se trouvent les structures de l'UDH Yuki, dans les arrondissements, dans les districts, dans les communes et les communautés urbaines, vous allez vous retrouver pour donner vos idées. Nous allons construire ensemble le projet de société que vous irez défendre dans les urnes. Nous allons le construire ensemble. On ne va pas le construire dans nos maisons, mais c'est ensemble que nous allons le construire. C'est vous qui allez nous dire qu'ici, il faut qu'on fasse ça. Et c'est un pacte que nous allons signer entre vous et nous. Mes chers frères et sœurs, les gens vont vous dire, mais le plan parfait pour le redressement du Congo, c'est quoi? Est-ce que c'est parfait lui-même ou c'est quoi? Non, ce n'est pas parfait moi-même. Le plan parfait, c'est-à-dire celui qui est bien pour le Congo. C'est ça que je vous dis. Ce plan-là, c'est comme quand on construit une maison a des piliers. Ce plan-là a 7 piliers. Mais parmi les 7 piliers, il y a 5 piliers qui portent les murs de la renaissance du Congo. Les piliers qui sont debout et il y a un mur. Et ce mur-là, s'il s'écroule, le Congo s'écroule. Le Congo que je veux. Donc il y a 5 piliers pour la renaissance du Congo. Et je vais vous expliquer rapidement ces 5 piliers pour que vous compreniez l'importance de ce plan parfait pour le redressement du Congo.
Le premier pilier, c'est celui de la décentralisation. On nous a toujours dit que le Congo est un pays décentralisé. Non. Et pourtant, dans la Constitution, c'est écrit Congo, pays décentralisé. Mais dans les faits, le Congo est un pays déconcentré. Simplement déconcentré. Les départements n'ont pas une personnalité morale. Les départements dépendent encore pour leur fonctionnement du ministère de l'Intérieur et la décentralisation. Le ministère leur donne, quand il le veut, de temps en temps un budget de fonctionnement. La relation entre les départements actuellement et le ministère de l'Intérieur et la décentralisation, c'est la même relation qu'entre le bras et le marteau. Quand tu tiens le marteau comme ça, si le bras ne bouge pas, est-ce que le marteau va bouger? C'est pareil. Donc, dans cette relation, le ministère de l'Intérieur c'est le bras et les départements sont le marteau. Donc, quand le ministère de l'Intérieur ne donne pas l'argent, les départements aussi ne fonctionnent pas. Les conseils départementaux ne fonctionnent pas. Ce n'est pas une décentralisation, ce n'est qu'une simple déconcentration. Et ce n'est pas bien. Moi, qu'est-ce que je veux? Je veux un pays complètement décentralisé, une autre subdivision territoriale administrative. Le Congo que je veux doit être regroupé en provinces. En 4, 5, voire 7 provinces. Complètement décentralisé, dirigé par un gouverneur, un gouvernement provincial, un parlement provincial avec leur propre budget pour créer des emplois, des industries, des hôpitaux et beaucoup d'autres. Tout ne doit pas se gérer seulement au centre. Non. Laissez, quand l'enfant vient au monde, il est né, il grandit, il court d'abord et puis il prend son envol, il ne reste pas dans la maison de papa, à moins qu'il n'ait pas de boulot comme maintenant. L'enfant reste dans la maison de papa quand il n'a pas de travail. Nos départements n'ont rien. Il faut leur donner la possibilité de s'émanciper. Donc, ces provinces que je veux, ça sera des regroupements de départements avec leur propre personnalité morale. Donc, ils peuvent rester en justice. Quand tu as volé dans les provinces, on te porte. Quand tu as volé l'argent dans les provinces, dans le budget de la province, on te porte plainte. La province peut directement porter plainte. La province peut directement aller faire signer des accords de coopération en Europe, un peu partout, pour ce développement. Il ne va pas attendre à ce que le ministre de l'Affaires étrangères aille signer des accords pour la province. Non. Non, non, non. Voilà. Au-dessus de ces provinces-là, il y aura un petit gouvernement central, dirigé par un premier ministre, un gouvernement restreint, qui va seulement s'occuper des petites fonctions régaliennes. La justice, la santé, l'éducation nationale pour harmoniser les diplômes. C'est ce Congo-là que je veux. Pour ce pilier-là, la décentralisation. Le deuxième pilier porteur de la renaissance du Congo, c'est la réforme de la justice. La justice chez nous est aux ordres. La justice chez nous est commandée par le politique. Est-ce que c'est bien ça? Non. C'est pour cela que nous voyons nos frères croupir en prison. C'est pour cela que mon copain est en prison. C'est pour cela que Komi est en prison. C'est pour cela que je demande ici leur libération. Je l'ai toujours dit, il faut apaiser le pays. Pour moi, il n'y aurait même pas de prison. Pour moi. Parce que si on te met en prison, ce que tu ressens quand tu es en prison,
Mes frères et sœurs, même 1 heure, c'est difficile. Moi, j'ai eu à passer, j'étais en 2e année de l'université, quand on m'a mis au Niouf à la sécurité des... Parce que j'ai été exilé, et je sais ce que c'est. Je venais à Kinshasa, depuis le grand hôtel, je regardais par la fenêtre, puis ça, les véhicules qui passaient, ça faisait mal. Parce que je ne peux pas traverser pour venir ici. Donc, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc, vous direz que c'est un idéaliste, non. Je suis un libéral humaniste. Donc, pour moi, la justice, on doit couper le cordon ombilical entre le politique et la justice. Désormais, le président de la Cour suprême, le président de la Cour constitutionnelle ne serait plus désigné par le président de la République, mais plutôt voté par leur père de la justice. C'est ça. Pour moi, la justice, c'est la redéfinition du ministre de la Justice, ses obligations, ses devoirs. Il faut revoir ça, parce qu'il y a confusion du genre. Le ministre de la Justice est trop politique. Je dis non. Le Congo que je veux, on ne doit plus avoir ça. Il faut revoir la redéfinition des attributions du ministre de la Justice. Le Congo que je veux, c'est l'accès à la justice de tous. La nomination des magistrats sur la base des compétences et non sur les bases ethniques et politiques. Non, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Faut pas blaguer des... Et Ziana TV, il n'y a pas de... Ziana TV, la chaîne qui nous redonne de l'espoir. Ziana TV, c'est la chaîne qui nous accompagne au quotidien. Ziana TV, c'est la chaîne qui te dit vas-y on avance, allez, allez, on y va ensemble. Ziana TV. Faut pas blaguer des... Et Ziana TV, il n'y a pas de... Le Congo que je veux, c'est la lutte contre la corruption. Parce que notre pays est montré du doigt dans ce domaine-là. Nous devons nous faire violence. Nous devons faire d'efforts pour lutter, pour permettre aux magistrats de faire leur boulot. Le troisième pilier de la renaissance du Congo, dans ce projet, c'est celui de la solidarité. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, ici, je vais vous poser des questions, vous allez me répondre. Après, je vous expliquerai à la fin. Est-ce qu'on se comprend? Bien. Mes chers frères et sœurs, dans votre vie de tous les jours, n'y a-t-il pas des personnes qui sont dans des mutuelles et des associations de solidarité, d'entraide? C'est vrai, non? Bien. Dans votre vie de tous les jours, n'êtes-vous pas dans des congrégations religieuses, des chorales et des musiques? Vrai ou faux? Bien. Dans votre vie de tous les jours, quand vous perdez un parent, avant la cérémonie de l'inhumation, n'arrive-t-il pas que vous recevez des aides multiformes de la part des mutuelles et des autres associations dans lesquelles vous êtes membre? Vrai ou faux? Dans votre vie de tous les jours, si vous n'êtes pas un agent de l'État, que faites-vous pour vivre? N'est-il pas vrai que certains d'entre vous sont membres des associations professionnelles des taximens? Parfois, il y a quelqu'un qui a une taxe qui lui donne pour faire ce qu'on appelle COP. Il y a aussi des associations de transporteurs, des maraîchers, quelqu'un qui a un local de terre qui te donne pour faire le maraîchage, pour que tu vives. Il y a aussi des associations d'agriculteurs, des gens du bâtiment. Un ami t'appelle pour aller faire monter quelques murs quelque part pour que tu aies de l'argent. C'est pas ça. Il y a aussi des associations de l'éducation.
tu as été formé, instituteur, professeur, mais tu n'es pas recruté. Parfois, un ami t'appelle, nous avons une association qui donne des cours là-bas. Tu vas donner tes cours. C'est pas ça. Les bénévoles. Tout ça afin de boucler les fins du mois. Mes chers amis, êtes-vous d'accord avec moi? Si je dis ici que ces associations, ces musiques, ces mutuelles font votre bonheur, est-ce que ce n'est pas vrai? Sans ces associations-là, ça serait difficile de vivre, c'est pas ça? Sans ces mutuelles, ça serait difficile de vivre, c'est pas ça? Mes chers frères et sœurs, mais ces associations-là vivent grâce aux cotisations des membres, c'est pas ça? Est-ce que ces associations-là sont aidées? Ces associations-là vivent grâce aux cotisations de leurs membres. C'est avec les cotisations de leurs membres que les associations continuent à perpétuer cette forme de solidarité. Mais où est l'État dans tout ça? Où est l'État dans tout ça? Alors écoutez-moi bien. L'État, c'est qui? L'État est constitué par 3 appareils. L'appareil judiciaire, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Cour d'appel, les tribunaux du commerce, ainsi de suite. Cette institution, cet appareil judiciaire a un budget, le budget de l'État, l'argent que l'État lui donne pour fonctionner. C'est pas ça. Il y a un deuxième appareil, l'appareil exécutif, c'est le gouvernement. Et le gouvernement aussi, avec ses ministres, a un budget. C'est pas ça. Un budget pour créer des emplois. Mais s'il crée des emplois, un budget. Il y a un troisième appareil aussi qui existe, l'appareil législatif. Moi-même, je suis député. Il y a aussi des sénateurs. Donc, il y a l'appareil législatif, le Parlement. Le Parlement aussi a un budget. C'est pas ça. Bon. Mais les associations formelles et informelles, les mutuelles, les musiques, est-ce qu'ils ont un budget? Non. Les associations-là m'ont dit, pour vivre, pour exister, si vous ne cotisez pas, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de budget. C'est pour cela que mon idée ici est la suivante. Il faut créer un 4e appareil de l'État. L'appareil judiciaire existe, exécutif existe, législatif existe. Il faut créer un autre appareil judiciaire, l'appareil de solidarité. L'appareil de l'État de solidarité. Avec un budget de solidarité. Avec un budget de solidarité, à la tête de cet appareil, comme on fait au Parlement, il y a un président, c'est le président du Parlement, il y a un président du Sénat, il y a un président constitutionnel, il y a l'appareil de l'État, le 4e appareil de l'État aurait aussi un président, la haute autorité de solidarité active. C'est cette haute autorité de solidarité active qui va aider, décider de l'aide à apporter aux populations. Pour moi, il faudra faire évoluer la loi des associations 1901. Désormais, les associations dans ce pays devraient être subventionnées par l'État. C'est vous comprenez? Parce que ces associations-là aussi contribuent au bonheur du citoyen. Ces associations-là aussi contribuent à la création des richesses. C'est à partir des associations que vous avez des emplois. C'est à partir des associations que vous êtes aidés. Donc, ces associations, en faisant évoluer la loi 1901 des associations, on évoluera vers l'association, la loi sur l'association de solidarité active. Ces associations désormais auraient 2 pôles, le pôle solidarité pour l'entraide et le pôle entreprise sociale, pour créer des emplois. La haute autorité de solidarité active serait là aussi, au niveau de la solidarité, ce 4e pilier, pour donner de l'aide aux victimes des catastrophes naturelles, comme les inondations, comme nous constatons,
à Moussaka, un peu partout, les éboulements de terrain, les maisons qui sont cassées. Cette haute autorité de solidarité active devait avoir un gros budget pour faire face aux catastrophes naturelles. Cette haute autorité de solidarité active devrait aussi aider les personnes vivant avec le handicap. Devrait aussi donner une subvention de solidarité aux confessions religieuses, parce que ces confessions-là participent à l'éducation morale des populations. Mais non, rien. Cette haute autorité de solidarité active devrait aussi donner un revenu minimum de solidarité aux diplômés sans emploi. Parce que ces gens-là, quand ils ont fini l'école, ils ont des diplômes, ils n'ont pas d'emploi. Est-ce que c'est de leur faute? Ce n'est pas de leur faute. Mais entre-temps, avant qu'ils aient de l'emploi, il faudrait qu'il y ait un revenu de solidarité pour vivre avec les enfants et les femmes. C'est la haute autorité de solidarité qui s'occuperait de cela. Donc on aura la réforme de l'État avec 4 piliers, 4 appareils. Le 4e appareil, c'est l'appareil de solidarité. Nous avons aussi un autre pilier, le système éducatif. Mes chers frères et sœurs, notre système éducatif fabrique des chômeurs. Eh oui, vrai ou faux? Bien, voilà mon idée. Il faut promouvoir l'idée un élève, un métier. Eh oui, c'est ça. Un élève, un métier. Un élève, un métier. Depuis l'école primaire, depuis la classe de CM1, vous faites des cours de découverte de métiers aux enfants. Pourquoi depuis l'école primaire, l'enfant s'intéresse à certains métiers. Et depuis le CM1, vous ouvrez les ateliers de découverte de métiers. Comme ça, l'enfant apprend le métier qu'il veut. Et cela jusqu'en terminale. On ne tient pas compte du BPC et du baccalauréat. Ça sera toujours là. Mais pendant que l'enfant évolue de l'école primaire jusqu'au brevet, jusqu'en seconde, jusqu'en terminale, il a toujours son métier qu'il avait découvert à côté. Il va faire toujours ses ateliers de métier. Arrivé en fin de cycle secondaire, second degré, il va passer, avec tous ces heures cumulées pour l'apprentissage de métier, il aura un certificat d'aptitude au métier. Avec ce certificat, il pourra se spécialiser dans le cycle supérieur. Comme ça, même s'il n'a pas de boulot, mais avec l'appareil de solidarité que nous avons mis en place, il peut créer son emploi à lui-même, son entreprise. Il y a aussi un pilier, un sous-pilier, le pilier de la réforme de santé. Je parle devant les professionnels de santé. Les grands hôpitaux au Congo, il y a un plan de santé qui existe. J'applaudis. Toutes les choses ne sont pas mauvaises, il faut les continuer. Mais ce plan de santé souffre de beaucoup de choses. Les grands hôpitaux, le CHU, je citerai, et aussi l'hôpital Adolphe Cissé, entre autres, reçoivent maintenant tous les malades, la majorité des malades, pour les soins primaires. Le palu, la grippe qui s'est compliquée, mal soignée. Alors que ces hôpitaux sont réservés seulement pour les soins tertiaires, c'est-à-dire devaient accueillir les spécialistes. Pourquoi cela? Parce que la cartographie que nous avons mise en place, qui est bonne, les districts sanitaires qui doivent accueillir ces malades sont exsangues. Il n'y a rien
Ces districts sanitaires, ces hôpitaux qui sont des districts sanitaires ne sont pas suffisamment équipés, n'ont pas suffisamment de matériel, n'ont pas suffisamment de moyens financiers. Il faut renforcer ces moyens financiers dans les districts sanitaires pour éviter que tous ces malades-là franchissent ce cordon-là pour aller directement dans les hôpitaux, les grands hôpitaux. Il y a autre chose aussi qu'il faut faire au niveau de santé. Il faut promouvoir les secours santé d'urgence. Les secours santé d'urgence. Parfois, les gens meurent des AVC. Il a fait un AVC, mais il ne sait même pas comment aller à l'hôpital, parce qu'il n'a pas d'argent. Mais s'il y a des secours de santé d'urgence dans le secteur, l'alerte est vite donnée, on le prend, on le soigne, on l'amène au district sanitaire, au centre qui est dans le district sanitaire, et ça ne va pas, on l'envoie au grand centre. Donc là aussi, il y a une grande réforme qu'il faut faire. Et enfin, nous avons la gouvernance économique. Ici, je ne m'attarderai pas ce pilier-là parce que tout le monde connaît le mal du Congo. La corruption, la mauvaise gestion, on ne sait pas ce que c'est que la gestion axée sur les résultats. Il faudra renforcer la gestion axée sur les résultats, revenir à l'orthodoxie financière, c'est ce qui fait aujourd'hui la grandeur du Rwanda. Ils n'ont pas fait du miracle. C'est l'application stricte de la gestion axée sur les résultats. Que moi-même j'avais commencé à la fonction publique, mais qui a été abandonnée. Oublié ou mal appliqué. Chers frères et sœurs, voilà les piliers sur lesquels se repose la renaissance du Congo, que je vous demande d'aller réexaminer lors des forums pour le redressement du Congo auxquels vous allez participer, pour revoir notre projet de société, le PPRC, le plan parfait pour le redressement du Congo. Mes chers frères et sœurs, quand j'avais commencé, il y a une série de questions que j'ai énumérées que vous vous posez, dont la question du pool. C'est pas ça. Vous savez tout ce qui s'est passé dans ce pays. Pour le pool, c'est une tristesse. Le pool, c'est un conflit qui va, qui revient, qui va, qui revient, qui va, qui revient. C'est pas ça. Depuis 1998, plusieurs accords de cessez-le-feu, des situations des hostilités ont été signés. Mais le pool n'a jamais retrouvé ni la paix ni la tranquillité. La preuve, jusqu'à présent, les gens ne peuvent même pas traverser dans la pirogue là à Moussoso. Là, ils ne peuvent pas traverser. Les populations sont contraintes de contourner, de venir au pont du Dieu pour atteindre Brazzaville. Alors que l'assaillant, celui qu'on a appelé l'assaillant d'Itan, parce que le 4 avril, quand le conflit, les armes ont crépité sous les... Quand on a proclamé la veille les résultats de l'élection présidentielle, vous vous souvenez, non? Les armes ont crépité dans Brazzaville du Sud, c'est pas ça? Et puis il y a un ministre de la communication qui était passé, non, on va poursuivre les assaillants dans le pool, c'est pas ça? Mais le pool était en paix, on avait auparavant battu campagne là-bas, c'est pas ça? Ce conflit qui était dans Brazzaville du Sud s'est déporté dans le pool. Dit-on pour poursuivre l'assaillant. Et jusqu'à présent, on n'a jamais su pourquoi ce conflit. C'est pas ça. Est-ce qu'on vous a dit pourquoi il y a eu ce conflit? Moi aussi, je ne sais pas. Moi aussi, je ne sais pas. Pour ce conflit, quand il a commencé, en tant que député du district de Kinkala, j'avais écrit au Parlement pour demander une enquête parlementaire. Pour faire toute la lumière. Parce que je voyais l'homme prudent voit le mal de l'homme, c'est pas ça. Je voyais qu'il y a des victimes civiles et militaires bientôt qui vont tomber.
Monokonanganganga, vous avez vu beaucoup de victimes civiles et militaires. Paix à leurs âmes. Et c'est triste. J'ai demandé une commission d'enquête parlementaire, mais cette commission d'enquête parlementaire n'a jamais abouti. Elle a été mise de côté. Et après, j'applaudis. Il y a eu la signature des accords de cessation des hostilités le 23 décembre 2017. J'applaudis. Mais on ne nous a pas dit pourquoi il y a eu la guerre. Est-ce que cette guerre ne va pas encore reprendre? C'est pour cela que je demande, mes chers frères et amis, nous sommes à 427 jours de l'élection présidentielle de 2021. 427 jours à partir d'aujourd'hui. Il n'y a que deux choses qui peuvent venir perturber cette élection. Une hypothétique rébellion dans le pôle qui va ressurgir pour nous dire qu'il y a le conflit dans le pôle. Et puis, la mauvaise gouvernance électorale. C'est pour cela que, ici et maintenant, je dis, avant qu'on aille à l'élection présidentielle 2021, nous devons aller à un dialogue. Nous devons aller à un dialogue en deux phases. La première phase, c'est le dialogue autour du conflit récurrent du pôle. Parce que ce dialogue-là doit regrouper tous les hommes politiques, tous les militaires et tous les civils, les associations civiles, pour savoir pourquoi ce conflit, pourquoi on met un terme. Mes chers frères et sœurs, repartons de façon traditionnelle. Quand quelqu'un est malade dans votre famille, quand vous avez amené la personne dans les hôpitaux, si la personne n'est pas guérie, qu'est-ce qu'on fait? On ramène la personne dans la famille, on appelle les nganga, les tradis praticiens, on amène le malade et on commence à se demander pour conjurer le sort. C'est pas ça? Et c'est pareil. Le malade ici, c'est le poule. C'est le poule qui est malade. Bon, on a signé les accords de cessation de hostilités, de cesser le feu, oui. Mais il y a encore des zones d'ombre. C'est pour cela que nous tous, nous devons nous retrouver autour du malade qui est le poule. Pour savoir qui est le sorcier. Nous devons savoir qui est le sorcier. Qui est le sorcier dans tout ça? Comme ça, on va couper le lien. On va couper le lien. Ce lien-là, on va le couper de jour et non de nuit. Quand on va le couper de jour, maintenant celui qui recommencera, ah, tant pis pour eux. Voilà. Jusqu'à même prendre le nzobi. Eh oui. Parce que pour le poule, il faut une méthode radicale. C'est comme quand tu as le kola ozana liyandi na likolo. Hein? Na makolo ozana liyandi. Tu as une chic. Qu'est-ce qu'on fait? Radicalement, on prend un objet pointu et on extrait. C'est ce que nous devons faire aussi pour le poule. On doit extraire, extirper ce mal du poule. Une bonne fois pour toutes. Enfin, la deuxième phase du dialogue va concerner la gouvernance électorale. Nous en avons déjà parlé avec le chef de file de l'opposition. L'opposition avait mis en place un mémorandum que nous avons donné à la commission, au Conseil national du dialogue du ministre d'État Martin Berry. Et nous avons donné aussi au ministre de l'Intérieur.
qu'est-ce que nous voulons, nous l'opposition, pour la gouvernance électorale? Nous voulons, la réforme du fichier électoral, donc un recensement biométrique. Nous voulons, 2, qu'on revoie le rôle de la commission électorale indépendante. C'est celle-là qui doit proclamer les résultats et non le ministère de l'Intérieur. C'est cette commission qui doit proclamer les résultats et non le ministre de l'Intérieur qui lit parfait a échoué, l'autre a gagné. Non! Cette commission-là, c'est celle qui doit proclamer les résultats. Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui est juge et parti. C'est ça la justice. Nous devons revoir aussi le redécoupage électoral. Parce qu'en 2022, nous irons encore les élections législatives. Ce n'est pas normal qu'un fief comme Madibou ait seulement un député. Est-ce que c'est normal? Alors qu'il y a certains fiefs, quand je prends le cas de Poto-Poto, à combien de députés? 3. 4. 3. Est-ce que Poto-Poto est plus grand que Madibou? Bon, alors, arrêtons ça. Les exemples sont nombreux. Ngoyo aussi c'est pareil. Ngoyo c'est pareil. Oyo a combien de députés? Ah là je ne sais pas. Manfriyi. Ce que nous voulons au niveau de la commission électorale, c'est qu'elle publie les résultats. Et aussi que ce soit la commission nationale électorale qui mette en place les commissions locales des élections. Et enfin, qu'on ait la carte biométrique. Cette commission doit être véritablement autonome et paritaire, c'est-à-dire pouvoir opposition. Or, qu'est-ce qui se passe? Dans cette commission, vous avez opposition, majorité, société civile, administration. L'administration, c'est encore le PCT. Je vous dis, j'ai été membre, je ne dis pas le secret de la majorité présidentielle, nous avons été membres de la majorité présidentielle à une certaine époque. Donc on sait comment ça se passe. Je dis maintenant, il ne faut plus que ça se passe comme ça. Il faut qu'on change. Pourquoi ne pas mettre majorité opposition dans la commission nationale électorale indépendante? On peut en discuter, mais quand vous soustrayez, vous pouvez... Non, c'est pas gentil, c'est pas bon. Mesdames et messieurs, jusqu'à présent, nous sommes à 427 jours. Le gouvernement de la République n'a encore rien dit si nous allons aux élections ou pas. Si nous allons changer la gouvernance électorale ou pas. Alors, je me pose la question. Que pensent-ils dans leur tête? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de préparer un coup fourré pour faire encore un passage en force comme en 2016? Ils sont intelligents. Faut pas blaguer des... Ziana TV, il n'y a pas de... Ziana TV, la chaîne qui nous redonne de l'espoir. Ziana TV, c'est la chaîne qui nous accompagne au quotidien. Ziana TV, c'est la chaîne qui te dit vas-y on avance, allez, allez, on y va ensemble. Ziana TV. Faut pas blaguer des... Ziana TV, il n'y a pas de...
Mesdames et messieurs, m'envoyez. Mesdames et messieurs, donc moi je me pose la question, nous sommes à 427 jours, pourquoi ils ne disent pas un mot sur la gouvernance électorale? N'ont-ils pas une arrière-pensée pour préparer des coups fourrés pour gagner en force? C'est pour cela que, ici et maintenant, j'attire votre attention. Écoutez. Ici et maintenant, solennellement, l'UDH Yuki en appelle à la vigilance de toutes les forces vives de la nation afin d'être éveillées pour éviter toutes les manœuvres de diversion qui pourraient être entreprises en vue de troubler la paix et donc ipso facto créer un climat belliqueux pour se soustraire à l'exigence d'une alternance politique apaisée en 2021. Donc il faut faire très attention. On peut vous provoquer. Évitez de rentrer dans ces provocations-là. Peut-être que c'est par là que va encore rentrer des troubles pour dire que bon, on n'ira pas à les élections. Est-ce que vous avez compris? Parce qu'on doit aller de manière à... Voilà. Donc il faut faire très attention. J'attire votre attention. Ne cédez pas aux provocations. Deuxièmement, ici, j'attire l'attention de la majorité et du gouvernement. À l'endroit du gouvernement et des forces politiques de la majorité présidentielle, je réitère nos propositions en matière d'alternative à la situation qui est en train de se créer, celle de l'impossibilité probable d'organiser l'élection prochaine sans pour autant régler au préalable la question du pool et la question d'une élection présidentielle apaisée. J'attire donc, au cas où il n'y aurait pas élection présidentielle apaisée, au cas où on ne réglerait pas, on n'aurait pas un dialogue pour et la gouvernance électorale et le dialogue dans le pool, qu'est-ce que je suggère? Voilà ce que j'ai suggéré moi. Je suggère d'aller à un dialogue inclusif pour qu'on en débatte. Si vous n'êtes pas capable d'aller dans les temps à l'élection présidentielle, on se retrouve autour d'un dialogue inclusif. On en débat. Et dans ces conditions, de ce dialogue sortira une conclusion, une période de transition politique qui va durer le temps du mandat des élus nationaux. C'est-à-dire les députés et les sénateurs. Comme ça, pendant cette période de transition, il y aura un gouvernement d'union nationale qui va ouvrir les yeux pour regarder la gouvernance électorale, refaire le fichier électoral, repenser les cartes biométriques, tout revoir. Et de façon consensuelle, on irait à une élection générale. Une élection générale, présidentielle, le même jour, législative, le même jour, et locale, le même jour. Comme ça, tout le monde regardera. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, à ce qu'on limite est lié. La deuxième proposition, on peut profiter de cette période de transition politique pour conclure ce que j'ai appelé un compromis politique historique. Donner au président actuel une alternative pour l'adoption d'un autre régime, le régime parlementaire tel qu'en Israël, tel qu'en Allemagne, tel qu'en Italie et pourquoi pas en Grande-Bretagne, où
le peuple va voter le Premier ministre au suffrage universel direct, celui qui gouverne. Et le président de la République est là-haut avec des pouvoirs réduits. Voilà. On peut profiter de cette période-là de transition pour glisser vers un autre régime, le régime parlementaire. Est allié. Ce n'est qu'une proposition et ça se discute. Toute proposition se discute. J'entendrai les gens qui vont crier « Oh, oh !» Non, ce sont que des propositions comme a fait le chef de file de l'opposition, le président Satima Biala, n'a fait qu'une proposition. C'est sa vision. Mais pourquoi les gens lui jettent les pierres? Non, ce n'est qu'une proposition. Ce n'est qu'une proposition. La nôtre, c'est une proposition. Maintenant, s'assoit, on regarde. S'ils sont prêts pour aller aux élections présidentielles, mais nous aussi, nous sommes prêts. Parce que j'entends certaines voix de la majorité se dire que non, l'opposition n'est pas prête pour aller à l'élection présidentielle. Est-ce que vous êtes prêts ou non? Vous êtes prêts? Et voilà, nous sommes prêts. Lokuta monene, lokuta monene, lokuta monene, lokuta monene, nous sommes prêts. Comme on dit à l'UPADES, il y a pas colère V. Il y a pas colère V. Chez nous, on dit qui est Sénat. Voilà. Nous sommes prêts même demain. Même demain, nous sommes vestiaires, on se chauffe. Yambalaoyo ekolekate. Ekolekate. Nalobi na bino. Nalobi na bino. Baoyo bazana weso il faut bayoka biso. Yambalaoyo ekoleka. C'est pour cela que nous donnons des pistes de solutions. Nous ne sommes contre personne, mais nous sommes contre un système. Nous sommes contre personne. Nous sommes ouverts à toutes les solutions pour le bien du Congo. À toutes les solutions pour le bien du Congo. Nous ne sommes pas contre un individu. Nous ne sommes pas contre le président de la République. Mais nous sommes contre un système qui affame ses fils, qui crée du chômage. Nous sommes contre ce système-là. C'est le système que nous combattons. Donc nous ouvrons les portes à toutes les solutions pour que le Congo aille de l'avant. Mesdames et messieurs, Bandegonanga, les Congolaises et les Congolais ont aussi payé le tribut de l'inconséquence, sinon de la légèreté des hommes politiques. C'est pas ça. Nous avons assez payé. Le temps est venu où doit cesser le battement dans la peur et la panique des cœurs de citoyens et de familles congolaises. Pour ce qui n'est autre qu'une simple séquence du jeu démocratique, et ce quand on sait qu'ailleurs, dans d'autres pays, cela s'est passé sans beaucoup de bruit, sans heurts majeurs, comme cela s'est fait en République démocratique du Congo, comme cela s'est fait en Angola, comme cela s'est fait au Sénégal, au Ghana, au Mali, et même au Nigeria où il y a plus de 100 millions d'habitants. Ça s'est bien passé. Pourquoi pas au Congo, il y a même pas 5 millions d'habitants? On doit s'entendre, nous sommes tous des Congolais. J'offre sur le plateau ici un compromis politique historique. Ce compromis, c'est pour le Congo, c'est pas pour le Kolela. C'est pour le Congo. Ainsi, en ma qualité de président de l'UDHUKI,
J'en appelle avec force et responsabilité à tous les acteurs politiques de notre pays de prendre de la hauteur en ce XXe siècle qui progresse, afin que plus jamais, à cause des élections, les populations congolaises s'entre-déchirent aveuglement, et cela souvent par des manipulations ethniques sans fondement. Par des manipulations ethniques sans fondement, on se bat. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Tout simplement parce qu'on veut devenir président, moi, non. On ne peut pas devenir président en enjambant les corps, les cadavres. Mais c'est ce que nous constatons. C'est malheureux. Donc nous devons grandir, prendre la hauteur, régler nos problèmes en avant que cela n'arrive. On a le temps de régler nos problèmes, nos différends, avant qu'on en arrive là. Mesdames et messieurs, je dis assez. Les hommes et les femmes de ma génération doivent prendre l'engagement ferme de réussir ce pari, afin que pour les générations à venir, même les générations qui ont été privées de ce que leur avait réservé le fonds pour les générations futures, ça n'existe plus. Mais pour eux, la paix, l'harmonie et le progrès soient vraiment une réalité et non comme un mirage dans le désert. Chers compatriotes, ne sombrons pas dans la fatalité. Le Congo peut se relever. Le Congo peut se relever. Il ne tient qu'à nous de nous lever, de nous parler, de dialoguer. Tous les fils nord, sud, est, ouest. On peut transcender les barrières idéologiques et ethniques. Ce n'est pas parce que tu es au PCT que tu n'aimes pas que le Congo se relève, non. Ce n'est pas parce que tu es à l'UPADES que tu ne veux pas que le Congo se relève, non. Ce n'est pas parce que tu es au MCDD que tu ne veux pas que le Congo se relève, non. Ce n'est pas parce que tu es au RDPS que tu ne veux pas que le Congo se relève, non. Tu es d'abord fils du Congo. Il faut qu'on dépasse nos barrières idéologiques et claniques pour que d'abord nous mettons au centre le Congo. Unis, mes chers frères, nous pouvons relever tous les challenges, tous les défis économiques et sociaux. Mes chers aînés, mes chers cadets, un autre Congo est possible. Je vais maintenant parler au président de la République directement. M'envoyer. Celui qui m'a mis au monde disait seulement la vérité, c'est pas ça. Il y a Bécole, Koumbindila m'avait dit, même si tu restes 5 minutes à vivre, dis seulement la vérité, c'est pas ça. Lui, il est parti, il a quitté ce monde, mais son esprit traîne encore avec nous. Parce que je crois au mal des ancêtres. Il s'est battu pour un combat. Le combat pour un nouveau Congo. Un Congo où tout le monde aurait sa place. Nord, sud, est, ouest. J'ai toujours dit moi-même qui vous parle, je suis un métissé culturel. Kéké et Congo. Nous venons tous de quelque part. Nous nous rencontrons sur cette terre des hommes difficile. Mais nous devons nous comprendre. Ce que nos enfants garderont de nous en souvenir, c'est le bien qu'on aura fait. C'est ça qu'ils garderont de nous en souvenir, le bien qu'on aura fait.
tout ce qu'on aura fait sur cette terre. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Mais on fait ce qu'on peut. Monsieur le Président de la République, Monsieur le chef de l'État, vous avez beaucoup fait dans ce pays. Vous avez fait ce que vous avez pu. Mais on ne peut pas tout faire. Nous devons privilégier le Congo. Nous ne sommes pas contre vous, mais nous sommes contre les pratiques, contre un système qui condamne nos enfants à un avenir sombre. Monsieur le Président de la République, 2021 s'amène. Votre devoir, en tant que père de la nation, c'est de veiller à ce que le Congo ne sombre dans le chaos. Et pour cela, nous vous prions de convoquer un dialogue inclusif. Un dialogue où nous allons parler du conflit récurrent dans le Poul. Vous êtes un homme de paix. Vous avez toujours dit parler de la paix des cœurs et la tranquillité des esprits. En tant qu'homme de paix, vous réglez les conflits partout dans le monde, et là bientôt en Libye. Nous pensons que charité bien ordonnée commence par Monsieur le Président de la République, si on ne vous le dit pas souvent, mais votre peuple souffre tranquillement en silence. Votre peuple souffre en silence. Peut-être on vous cache des vérités, mais peut-être qu'il faut que vous arriviez aussi sans escorte à sortir avec 2 ou 3 personnes, aller dans les familles incognito pour écouter. Et vous comprendrez la profondeur du désordre du peuple congolais. Vous êtes le père de la nation. Il vous revient alors de rassembler, de rassurer, d'apaiser pour que l'avenir de ce pays soit radieux. Je me rappelle ce que disait Patrice Lumumba dans sa dernière lettre à ses enfants. Pour ceux qui ont lu cette lettre, Patrice Lumumba, pour lequel j'apprécie le combat, disait à mes enfants que je laisse, à Pauline, ma femme, je veux que j'entende l'avenir du Congo beau. Je veux que un jour l'Afrique écrira sa propre histoire. Elle s'étendra au nord et au sud du Sahara. Ça sera une histoire vraie, pleine de dignité. Ne me pleurez pas. Ce n'est pas l'indépendance. Ce n'est pas ce qu'on nous fait, mais c'est l'indépendance du Congo. Mes chers frères et sœurs, dans cette même lancée des idées de Patrice Emery Lumumba, je dis que ce n'est pas nous, c'est le Congo. C'est le Congo que nous devons regarder. Par-delà nos appartenances idéologiques claniques, nous devons nous dépasser. Le Congo d'abord. Monsieur le Président, je vous invite à mettre le Congo au devant. Messieurs, mesdames et messieurs, avant de terminer, s'il n'y a pas un dialogue pour la question du conflit récurrent dans le Poul, s'il n'y a pas un dialogue pour revoir la gouvernance électorale, je prends l'engagement ici devant vous, et je sais que le chef de file de l'opposition aurait dit la même chose, que nous convoquerons, s'il n'y a ni l'un ni l'autre, nous convoquerons alors l'opposition. Nous ferons des consultations au sein des partis de l'opposition pour savoir quelle est la voie à suivre. S'il n'y a pas de dialogue pour le conflit récurrent du Poul,
et pour une gouvernance apaisée, je veux vous convoquer, vous. Moi, je sais ce que je veux, mais je vous convoquerai, vous, pour une convention nationale. C'est à ce moment-là que nous déciderons. Mais moi, je vous dis seulement ceci. Souvenez-vous de ce que Bernard Koïla disait. Quand le chemin devient difficile, la difficulté devient le chemin. Quand le chemin devient difficile, la difficulté devient le chemin. Amen. C'est ce que je vous dis. Donc il ne faut jamais reculer. Vous êtes des hommes ou vous n'êtes pas des hommes? On n'est pas des femmes. Bien. Homme avec un grand H. Donc femme compris. Mes chers frères et sœurs, nous venons de lancer ici le fonds de soutien à l'élection présidentielle 2021. Ici et maintenant, je demande au gestionnaire du fonds de renforcer chaque jour ce fonds, parce que ce fonds de soutien nous sera d'un grand secours pour battre la campagne. C'est pas ça? Et je demande en même temps ici, j'instruis le secrétaire général, de façon à préparer tous les documents pour les présenter au bureau politique afin que nous puissions convoquer le forum citoyen pour le redressement du Congo, forum pendant lequel vous allez donner vos idées pour le redressement du Congo. C'est pas ça? Vive le Congo, vive l'UDH Yuki. Je vous remercie.
mon parti. Moi je prends mon beau. Moi je contre moi. Moi je prends mon beau. Tiens-moi bien ma femme. Mon amour. Ma carotte. Ma bataille. Ma vache guérie. Moi je veux mon lien. Mon yuki. Ah,